une journée sur le projet. On a centré nos développements de la journée autour du projet d'établissement. Projet éducatif, bien sûr, et projet plus large d'établissement. Un projet qui est vivant et qui doit l'être et qui est porté par les chefs d'établissement. Un projet essentiel. C'est vrai qu'on a l'habitude de centrer nos réflexions sur le social, mais le social est un moyen, est un levier pour faire vivre ce projet-là, et un levier d'excellence parfois. Un projet d'entreprise, un projet d'établissement qui s'incarne parfois par la nécessaire évolution de celui-ci, une évolution naturelle qui répond aux besoins d'un marché éventuellement, besoin des clients, besoin des familles, besoin des enfants que nous accueillons, et un projet toujours en action avec des petits à-coups, et notamment liés à des nécessités de restructuration. Donc c'est pour ça que nous souhaitions entamer la réflexion autour du projet par un éclairage autour des restructurations et un point de méthode sur ces restructurations pour qu'ensemble, nous puissions construire une doctrine commune. Alors, je laisse la parole à Eric Abolivier et Yannick Couloir pour un retour d'expérience sur ces sujets. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-René, bonjour à tous. Alors, pendant quelques dizaines de minutes, là, on va essayer de poser des éléments de repère, des éléments de méthodo sur ces moments un peu particuliers. Là. Et avant de commencer, juste emprunter une phrase à Edgar Morin là, dans son livre « Écologiser l'homme ». Prenons garde à ce que le sillon que nous avons creusé ne devienne pas une ornière. Alors, j'aime bien cette phrase parce que, en fait, dans tout ce qu'on va dérouler, on va vous faire semblant de vous parler de problèmes, mais en réalité, on va en permanence être en logique de recherche de solutions et de se mettre en confiance. Alors, pour commencer, donc, ah oui, c'est moi qui actionne, pardon. Pour commencer, juste poser le cadre. Alors, projet de restructuration en question. Hein. Donc, évidemment, on pense tout de suite aux situations économiques dégradées. Quand parfois, je n'ai pas dit bien souvent, les logiques d'anticipation ne sont pas à l'œuvre, mais aussi quand elles sont à l'œuvre, tout simplement dans des contextes récessifs. Hein. Récessif, ça veut dire une démographie en berne, ça veut dire des financements publics éventuellement en recul, ça veut dire tout un tas de choses. Mais bref, des contextes dans lesquels nous interrogeons la capacité d'adaptation de nos organisations. Et nous devons nous mettre dans cette dynamique-là de prise de recul pour construire autrement. Et puis, peut-être de façon plus positive, également des enjeux de développement, des enjeux territoriaux. Parfois, tout simplement, éviter des effets de cannibalisation entre deux collèges sur une même ville. Parfois, tout simplement, mettre un peu plus en dynamique des logiques de continuité de filière, des logiques de transfert d'élèves entre les différents cycles, ou parfois, plus globalement, des logiques de pôle de compétences entre lycées. La liste est longue, hein, mais cher Yannick, c'est bien beau de dire que tout ceci est le cadre, mais à partir de quel moment s'interroge-t-on ? Alors, peut-être avant de parler du moment auquel on va s'interroger, juste vous dire que je ne suis pas un spécialiste de la restructuration, mais que le hasard de ma carrière a fait que je me suis retrouvé confronté de temps en temps. Tout à l'heure, j'entendais parler de méthodes. Je crois sincèrement qu'il n'y en a pas beaucoup de méthodes et qu'à chaque situation, il y a une méthode différente. Par contre, effectivement, il y a sans doute des points d'appui, des invariants sur lesquels il faut réfléchir en amont. Alors les déclics, il y aurait parfois sont des choses qui arrivent de manière soudaine, un événement qui arrive dans l'établissement de nature différente, un problème de financement, un problème de recrutement, un problème de chez établissement, peut faire qu'effectivement, on arrive à une restructuration qui n'a pas été prévue et pas anticipée. Parfois, contrairement à ces premiers exemples, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus long. Il y a une prise de conscience de l'ensemble de la communauté éducative qui fait que l'aboutissement, effectivement, la restructuration va plutôt être considérée comme naturelle, même si elle ne sera pas forcément toujours bien vécue. Et puis enfin, ça peut parfois venir de l'extérieur. Hein. Quand je parle de l'extérieur, ça peut être des tutelles, avec des réflexions plus larges qui vont faire que l'établissement va devoir rentrer dans un plan collectif. Alors,
Évidemment, je me positionne en tant que chef d'établissement. Lorsqu'on est face à une situation, quelle qu'elle soit, mais encore plus dans un questionnement sur la restructuration, on va se poser pas mal de questions. Et évidemment, les questions qu'on peut se poser, c'est pas exhaustif. C'est la première question, c'est la première ou pas. Hein, d'ailleurs, on peut les prendre dans tous les ordres. Hein. Ai-je un regard objectif sur la situation? C'est une question qu'on va se poser très régulièrement en fait, hein, tout au long du projet de restauration. Suivant en plus que l'on soit nouveau ou pas dans l'établissement, le regard pourrait être différent. Quand on est nouveau, on risque de méconnaître le fonctionnement de l'établissement. Quand on a depuis longtemps, on est dans des habitudes qui parfois peuvent un petit peu gêner notre regard. De quelle information je dispose? Est-ce qu'elles sont fiables et suffisantes? J'aurais rajouté fiables et suffisantes dans le temps, parce qu'une information vérifiée à un moment donné, elle ne sera peut-être pas 3, 4, 5, 6 semaines plus tard. Donc c'est important. Donc les indicateurs pertinents. Et ensuite, donc, la restructuration, sens de l'histoire ou révolution. C'est pas pareil. Quand dans la tête de tout le monde, c'est évident que des établissements vont à un moment ou à un autre se rapprocher, c'est pas pareil que lorsque d'un seul coup, on décide de faire en sorte que deux établissements qui peut-être même étaient en concurrence auparavant vont devoir se rapprocher. Et pourtant, alors par où commencer? Donc à cette question-là, je ne sais pas par où il faut commencer. Je pense qu'il faut commencer par réfléchir, ça c'est sûr. Et puis après, en fonction des situations, il faudra bien choisir une option. Dans tous les cas de figure, il faudra choisir une option. Et au départ, on ne saura jamais si c'est la bonne. Suis-je réellement dans l'urgence? Le rêve de tout établissement, c'est de ne pas l'être. Et donc, le sachant, le risque, c'est aussi de perdre un peu de temps au départ. Alors, on va essayer peut-être parfois de se conforter en disant qu'on peut attendre un petit peu. Et c'est rassurant, hein, on reporte au lendemain. Sauf que, en général, c'est plus compliqué ensuite. Alors ensuite, quel est le regard des structures institutionnelles, des tutelles? Alors, de la tutelle ou des tutelles. Alors évidemment, plus il y a de tutelles, en général, plus c'est compliqué. Qui doit agir? Alors, beaucoup de personnes, sans doute, hein, mais à quel moment? Qui enclenche les choses? Donc, quelle est la répartition des rôles? Et sur qui puis-je compter? Alors là, c'est aussi une vraie question de cet établissement qui va être dans sa structure toute la journée, pendant de nombreuses semaines. Et quand il y a restructuration, en plus du quotidien, il faut aussi qu'il gère ce projet-là. Et évidemment, il a besoin de points d'appui. Voilà. Pardon. Alors, je crois que le thème de la journée, hein, c'est ressources humaines. Quand on est chez l'établissement, les ressources humaines, ce ne sont pas uniquement les personnes OGEC ou les enseignants. Les ressources humaines, ce sont toutes les personnes, des institutions ou bénévoles qui gravitent autour d'établissements et qui ont chacun, à un moment donné, dans leur mission, un rôle important à jouer. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait une erreur au départ parce que j'ai mis cet établissement aller au centre, hein, parce qu'évidemment, comme c'est moi qui parle, mais j'aurais pu mettre un pluriel chez l'établissement. Et ça complique encore le schéma. Parce que quand il y a une restructuration et qu'il y a plusieurs chefs d'établissement concernés, ça génère des difficultés. Alors, je prends quelques exemples rapides, hein, en commençant par vous, par les OGEC. Lorsqu'il y a restructuration, lorsqu'il y a fusion, par exemple, bien entendu, l'idée que ce soit un projet partagé par l'OGEC, ce n'est pas possible autrement. Mais lorsqu'il y a restructuration avec plusieurs OGEC, ce n'est pas forcément tout à fait aussi simple. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des administrateurs OGEC qui, d'un établissement à l'autre, n'ont pas du tout la même vision, n'ont pas du tout la même envie d'une fusion.
c'est pas forcément, c'est pas simple. Et toute l'idée est de conscientiser évidemment sur le projet. La tutelle, les tutelles, pareil, j'aurais pu mettre un pluriel. Alors si ce sont les tutelles, sont-elles d'accord entre elles? Tant qu'elles ne sont pas d'accord, je pense que c'est inutile d'avancer. Et puis ensuite, se pose souvent le problème du calendrier, du timing. C'est-à-dire que parfois, la tutelle est prête, mais pas le chef d'établissement, pas l'établissement. Et parfois, c'est l'inverse. Le chef d'établissement est prêt et il va attendre des décisions, parfois, qui vont être du temps à venir. Et qui vont aussi, au-delà de ralentir le processus, c'est pas ça, c'est surtout générer quelques frustrations, mécontentements, incompréhensions au sein des structures. Alors Ludogec, bon, je suis bien placé pour en parler, hein, c'est vraiment une mission d'appui et de service pour les établissements, pour les établissements. J'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec Eric sur ce type de sujet et je peux en témoigner. Alors, conseil externe, et ensuite conseil de direction. C'est pareil, difficile pour un chef d'établissement de se lancer dans une restructuration si le conseil de direction ne comprend pas ce qui va se passer, ne maîtrise pas les enjeux. Et donc, le conseil de direction, ce n'est pas uniquement une instance technique de l'établissement, c'est une instance politique. Et au-delà de comprendre ce qui va se passer, le conseil de direction va essayer de venir en appui du établissement, va l'aiguiller, va le conseiller et va aussi relayer son message ou le message, le diffuser dans l'établissement. Donc les IRP, c'est pareil, c'est un maillon essentiel de la chaîne. Alors évidemment, quand on parle de restructuration, et c'est normal, et il peut y avoir une méfiance du comité d'entreprise, par exemple. Donc tout l'enjeu est de, pareil, partager avec eux sur le sens du projet. Et je crois que le projet n'aura de sens que, puisqu'on parle RH, si les emplois sont préservés ou sécurisés, en tout cas si un maximum d'emplois est sécurisé. Je pense aussi qu'il ne faut pas forcément être trop pressé. C'est-à-dire que parfois on est certain d'avoir raison, et pour autant, si en face ou à côté de nous, nos partenaires n'ont pas tout à fait compris le projet, eh bien, au lieu de gagner du temps, on va en perdre. Donc, je crois qu'il faut prendre son temps, il faut écouter, essayer de rassurer et y aller pas à pas. Alors, les personnels, personnel OGEC, dans ce cas ici, c'est à mon avis une donnée essentielle. C'est-à-dire que si je prends le cas des enseignants, alors je suis aussi enseignant, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. L'enseignant, lorsqu'il y a une restructuration ou lorsqu'il y a une perte d'heures, il aura toujours la commission de l'emploi après derrière lui pour trouver un poste. Les personnels OGEC, eux, s'il y a un problème d'emploi, ils se retrouvent à Pôle emploi et ce n'est pas simple de trouver une autre situation. Donc je crois que c'est essentiel de leur expliquer le pourquoi du comment. Alors bien sûr, il y a le comité d'entreprise, mais je crois qu'il ne faut pas faire non plus l'économie d'explication service par service. Pourquoi? Parce que s'il y a il y a souvent des modifications de fonctionnement, il peut y avoir des personnels qui occupent un poste depuis des années, et même s'ils conservent leur temps complet, par exemple, le fait de changer de mission, le fait de changer de tâche, va forcément les inquiéter. Ça, c'est une chose évidente. Je vais prendre quelques exemples aussi où parfois même on ne change pas de tâche, où je prends le cas d'un personnel de ménage, par exemple, à qui on demande non pas de nettoyer la salle une fois par jour, mais une fois tous les 2 jours. Il fera aussi bien son travail, mais il aura l'impression que le rendu sera moins bon, et il aura raison. Et donc, ils sont attachés à la qualité de leur travail, et il faut y faire attention. Les enseignants, le risque
de restructuration, souvent pour eux, il est perçu comme étant, notamment lorsqu'il y a une fusion d'établissements, la question de l'ancienneté et de la priorité sur certains postes. Et puis je crois qu'il ne faut pas faire non plus l'économie des appels. Hein. Nos parents d'élèves sont toujours concernés par ce qui se passe dans nos structures et c'est important de les informer et également de les consulter. Voilà. Alors dans la démarche, on voulait vous proposer assez classiquement en fait une démarche de diagnostic stratégique en 3 phases. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'avoir une approche systémique en fait de l'établissement et donc d'observer d'abord, sans concession. Alors dans la salle, il y a un chef d'établissement que j'ai eu l'occasion d'accompagner sur un mauvais deal, mais c'est pas de sa faute, sa tutelle. C'est-à-dire l'auditeur ou l'accompagnateur que j'étais avait reçu l'instruction suivante: pas un seul licenciement, monsieur, dans cette fusion de 4 OGEC. Voilà, pas un seul licenciement. Alors, évidemment, en termes de comportement éthique, on peut comprendre cette orientation, mais la poser comme une injonction et à tout coup, parfois pas à tout coup, mais parfois, de poser une responsabilité plus grande encore que de savoir faire des restructurations les plus légères possibles, mais surtout les plus efficaces. Alors, cette phase d'observation sans concession, indispensable avant l'analyse, et je dirais, plus on est dans l'urgence, et plus il faut s'offrir, mais Yannick l'a un petit peu dit, donc cette phase d'observation. L'analyse, alors l'analyse, on va développer approche systémique, ça veut dire qu'il va évidemment falloir avoir une analyse des différents compartiments du jeu, là, les plus larges et les plus profonds possibles. Et la communication, on le verra, essentielle. C'est 80% du travail, la communication. À ce stade du diagnostic, ce sera certainement pour favoriser l'intelligence collective, commencer une sensibilisation, bref, percevoir à la fois la sensibilité en fait, de l'ensemble des acteurs à la situation, mais percevoir aussi toute l'intelligence et toutes les bonnes solutions qu'ils peuvent nous permettre de collecter. Les choix stratégiques, donc c'est de définir des objectifs, un plan d'action, un calendrier. Le calendrier fait partie du plan d'action, mais on m'a dit il faut 3 pastilles à chaque fois. Et le déploiement stratégique, d'abord de la communication, donc la mise en œuvre d'un plan de restructuration, on détaillera, et évidemment l'évaluation. C'est à ce moment-là notamment qu'on va fixer des indicateurs, parce que, encore une fois, la communication étant au cœur de notre sujet, parce que c'est toute une communauté éducative qu'il s'agit de mettre en dynamique, comment être synchro si on n'a pas préalablement fixé là des indicateurs, donc des objectifs évalués. Alors au cœur de tout ça, vous voyez le mot flexibilité. Alors un établissement, c'est un organisme vivant, donc il évolue en permanence, et il ne s'agit évidemment pas, dans ce moment que j'ai qualifié de particulier ou d'un peu solennel, qu'est une restructuration, de fixer des choses définitivement, sinon nous ne serons pas dans des sillons mais dans des ornières. Flexibilité, ça veut dire que tous les systèmes, toutes les dispositions que nous allons prendre, il faudra qu'elles puissent être dans le temps réinterrogées, et certainement pas érigées comme des dogmes, mais réinterrogées en fonction de l'évolution du contexte. Alors si on prend le contexte, on va commencer par le contexte interne, le diagnostic un petit peu de l'établissement, voir un petit peu dans quel environnement il se trouve, aussi bien en termes de concurrence qu'en termes d'attractivité dans la ville, au niveau par rapport à la démographie. On est passé à une diapositive, hop, voilà. La dynamique interne, alors ça peut paraître, j'aurais pu mettre rayonnement et image avec, un détail, mais ce n'en est pas un. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs établissements, il n'y a pas 2 équipes qui fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut avoir des équipes qui ont l'impression de ne pas bien faire alors qu'elles font très bien, et d'autres à l'inverse qui pensent qu'elles font très bien et peut-être que ça pourrait être mieux. Et donc ça a un impact évidemment sur le rayonnement. Et dans la dynamique interne, il y a aussi toute la question on a parlé un peu tout à l'heure, on parlait un peu des arrêts de travail, mais au-delà de la partie allongement effectivement de l'âge de la retraite, je pense qu'il y a aussi l'ambiance au travail. Comment ça se vit dans l'établissement. Et plus les personnes seront en
on dialogue entre eux, je pense que mieux ce sera. Alors évidemment, chaque item peut être ou une force ou une faiblesse, hein. L'implication des acteurs, voilà, donc est-ce que chacun se sent concerné? Alors la conformité de l'organisation au projet pédagogique, au projet éducatif. Parfois, une de nos difficultés, c'est que dans nos projets éducatifs, dans nos projets pédagogiques, projets d'établissement, il y a plein de choses qui sont indiquées, des belles choses en plus, hein. Il peut y avoir aussi des belles choses qui font dans l'établissement, mais ça ne correspond pas toujours forcément à ce qui est indiqué. Et parfois, ce décalage-là peut, à un moment ou à un autre, être interrogé. La conformité aux attentes des familles. Bon, je crois qu'il faut aussi se dire que plus ça va, plus l'attente des familles est importante. Je ne dis pas qu'elles ont tort, qu'elles ont raison, mais c'est un constat. Ce qui fait qu'à un moment donné, on peut aussi se retrouver avec des familles qui sont bien implantées dans l'établissement, d'autres qui sont trop implantées et d'autres pas assez. Mais aujourd'hui, les parents sont un facteur essentiel de l'établissement. Il faut simplement que chacun puisse avoir un regard porté par ce qu'il est et le rôle qu'il a. La qualité des relations partenariales, or, en local ou notamment avec tout ce qui est municipalité ou association dans le secteur. La qualité de l'outil de travail. Alors ça, c'est ce que voit un chef d'établissement lorsqu'il arrive dans les 15 premiers jours, 3 premières semaines. Et plus ça va aller, moins il va voir. C'est-à-dire qu'on s'installe assez facilement. Nous aussi, chef d'établissement, dans nos habitudes. On ne voit plus d'ailleurs une peinture qui est à refaire dans notre propre bureau. Hein, c'est du classique. Mais en tout cas, c'est important d'évaluer l'outil de travail en termes immobiliers, en termes numériques aussi aujourd'hui, en termes d'accessibilité. Ce sont des choses très très importantes. Et donc, quels seront les coûts que cela va engendrer? Donc, le croiser avec la situation économique. Alors là, c'est toujours pareil. Donc, la situation économique, il faut aussi qu'on ait un repère, un modèle. Et je crois que chaque établissement n'a pas forcément le même modèle. En tout cas, en France, je ne crois pas que ce soit le cas. Ce qui peut aussi parfois ça peut faire prendre un peu plus de temps pour voir où est la nature de la difficulté économique, s'il y en a une. La qualité des financements publics et privés. Alors, les financements privés, quels sont les leviers lorsqu'il y en a pour éventuellement les augmenter? Et la qualité des financements publics, comment est-ce qu'on fait? Si je prends le cas de la Bretagne ou de l'école qui appartient à notre groupe scolaire, par exemple, hein, on a plus de 55% des élèves de l'école qui ne sont pas de la commune et donc pas financés. Voilà, c'est un exemple concret. Donc comment est-ce qu'on fait? Et donc les points d'appui en interne, hein, une fois qu'on a listé un peu tous ces éléments-là. Et puis, je redis que la question de l'accompagnement institutionnel est fondamentale. Alors j'ai un célèbre collègue, il est célèbre en Bretagne, hein, il est moins en France, qui disait un chef d'établissement qui se lance dans une restructuration, il a une chance sur 2 de sauter. Il disait ça comme ça, hein, voilà. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Donc vous voyez un peu l'enjeu aussi pour les chefs d'établissement. Mais s'il saute, encore faut-il qu'il retombe sur ses pieds. Donc, alors, vous voyez que dans ce diapo là, donc la situation économique arrive en dernière ligne et c'est pas du tout un hasard. C'est-à-dire que on est bien là au service d'un projet. Les ressources humaines, la communauté éducative sont au cœur et la situation économique n'est qu'un cadre. C'est pas une fonction support, c'est un cadre. Du point de vue de l'externe, dans ce SWOT là, les opportunités, les menaces. Alors, les 3 premiers points, donc évolution démographique, évolution santé des établissements constituant le bassin de recrutement d'un collège, d'un lycée, l'évolution des filières, les réformes qui vont impacter notamment les filières technologiques et professionnelles, mais on le voit aussi les filières générales désormais. Eh bien, ce sont autant d'éléments sur lesquels on n'a pas la maîtrise globale, mais sur lesquels il nous appartient d'essayer d'adapter au mieux avec l'ensemble des forces, des faiblesses citées précédemment, et de vérifier là quels sont effectivement les éléments qui vont nous mettre dans l'impasse, quels sont les éléments sur lesquels on peut rebondir. Et
L'idée, c'est quand même de pouvoir collecter toutes ces données, alors en lien avec les directions diocésaines, les tutelles, enfin l'INSEE, etc. Bref, fonder une vision prospective suffisamment large et là aussi suffisamment forte pour pouvoir savoir tout simplement où on peut mener l'établissement de façon à peu près sécurisée. La dynamique économique et sociale locale. Donc, alors, effectivement, bon, cette liste n'est pas exhaustive, mais on a posé ce 4e point tout simplement parce qu'on sait bien que, alors, il y avait un slogan là il y a quelques années, nos écoles de l'or pour nos communes. La place essentielle que prennent nos établissements scolaires dans leur environnement direct, la façon dont, au niveau des relations partenariales, l'éducation nationale, les financeurs publics, mais évidemment les collectivités nous attendent en fait, donc ce à quoi on sert tout simplement au sein d'un bassin, parce que l'enseignement catholique c'est déjà un projet en soi, mais c'est aussi un projet relié et c'est un projet de service public, donc au service de la population locale. Alors, le diagnostic stratégique, alors, il y a tout un tas d'engrenages, faire attention à ne pas tomber entre les dentures. Hein. Bon, l'environnement, on en a un peu parlé tout à l'heure, effectivement, il faut bien l'analyser, qu'il s'agisse des flux d'élèves entre établissements, de la concurrence. Il y a des secteurs où la concurrence est forte, il y a évidemment des secteurs où il y a des numerus clausus, mais ce n'est pas le cas partout, pas en Bretagne, d'où je viens en tout cas. Et donc l'environnement humain, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec lequel on vit au quotidien, tout cet environnement-là, en fait, doit être analysé en amont, notamment pour voir s'il faut y aller et quand est-ce qu'on va pouvoir y aller. Juste par rapport à la stratégie, je crois qu'on va le dérouler encore ensuite, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui, en fait, une fois que les choses vont être lancées, vont réfléchir à la restructuration tous les jours. Très peu. Chez l'établissement, peut-être quelques collaborateurs. Même l'institution, ça se fera en pointillé, ils ont d'autres chats à fouetter. Et donc, j'ai tendance à penser que si le chef d'établissement lui-même n'est pas certain que ça a du sens pour l'avenir, il ne faut pas y aller. Et l'idée de se dire, de mon point de vue en tout cas, de cet établissement, c'est qu'il faut se projeter à 10 ans, au moins, et de se dire que dans 10 ans, personne ne posera plus la question du pourquoi la restructuration. Si on pense qu'il y aura encore des questions dans 10 ans, pas certain qu'on ait raison. Alors sur cette approche d'accompagnement en fait, institutionnel, l'idée c'est effectivement de penser que les modalités pour restructurer ne sont jamais celles dictées par une tutelle, jamais celles imaginées par un UDOGEC, un UROGEC, mais toujours celles travaillées, construites ensemble, donc avec au cœur le chef d'établissement qui devra porter l'ensemble. On n'est jamais hors sol, jamais hors sol, et c'est une absolue nécessité que la personne qui est au cœur, le chef d'orchestre, le maître d'ouvrage de ces opérations-là, quelles qu'elles soient, dans des contextes récessifs comme pour répondre à des enjeux de développement, ne soit en pleine adéquation avec ce qui doit se faire. Au niveau économique, alors au niveau économique, évidemment, on va parler d'indicateurs, de structures financières, où est-ce qu'on en est en trésorerie. L'outil de travail, on en parlera tout à l'heure, c'est sans doute beaucoup plus important que l'état d'une trésorerie. On va beaucoup plus sûrement parler des équilibres économiques. Et là, on va faire à chaque fois un diagnostic en fait, des tensions qui s'exercent parce qu'on on conduit nos établissements avec un stock fini de ressources, ressources privées, ressources publiques. Et ce stock fini de ressources, il nous appartient en fait, ces ressources de les allouer en fonction des enjeux de projet. Voilà. Et c'est compliqué parce que d'abord on ne part jamais d'une feuille blanche, on est tous d'accord. Alors les ressources humaines que les comptables appellent les charges de personnel ou la masse salariale, voilà, elles prennent une certaine place, mais bon voilà, les emprunts, les autres charges, etc. Et donc en fait ce dont il s'agit, c'est toujours d'essayer de faire un pas de côté pour vérifier que l'allocation des ressources, qui est celle en fait, qui correspond au poids de l'histoire, tout simplement, on peut réellement prendre du recul et avoir un impact. Comment est-ce qu'on alloue les ressources de façon dynamique ? Dynamique, ça veut dire
en évoluant dans le temps, en fonction des contextes, des projets, et volontaire. On ne subit rien. Alors vous allez me dire, oui, mais avec tout ce qui nous a été présenté tout à l'heure, l'épaisseur du code du travail, les injonctions des banquiers, on subit beaucoup. Et tout l'enjeu, on est d'accord, hein, c'est que vous maîtrisiez, vous les chefs d'établissement, pour ceux qui sont dans la salle ou ceux qui les accompagnent, les choses au mieux, parce que sinon, on peut écrire autant de projets qu'on veut, mais si on n'a pas les moyens de les mener, on reste au port. Alors, au niveau économique, en fait, derrière tout ça, juste un slogan, c'est de se dire que ce que nous, on ne peut pas faire aujourd'hui, là, même s'il faut parfois du courage et faire des choses difficiles, c'est absolument certain que nos successeurs ne pourront pas non plus le faire. Voilà. Et donc, en fait, là aussi, on peut emprunter une idée à l'écologie. Donc, c'est tout simplement qu'on emprunte nos établissements à nos successeurs. Et donc, ça nous invite à la fois au courage politique, c'est pas facile, mais ça nous invite toujours à la confiance, puisque en fait, on est condamné à trouver des solutions, donc autant les trouver tout de suite. On ne les trouvera que si et seulement si on est capable de s'interroger justement sur cette allocation de ressources et éventuellement de renverser la nappe et de proposer autre chose. Ces tensions qui s'exercent, eh bien oui, parfois, il faudra aménager une communication adaptée pour faire comprendre que l'outil de travail, l'immobilier, s'est fortement dégradé, qu'on n'a plus pensé à lui depuis 20 ans. Et non, on ne va pas faire des licenciements parce qu'il faut investir. Mais oui, il faut redonner l'attractivité à l'établissement pour éviter qu'il ne meure et que non pas 2 ou 3 licenciements, mais tous soient imposés. Évidemment, mon propos ne tient pas quand le besoin scolaire n'est plus reconnu, mais on est sur des principes d'exception. Alors, sur la ressource humaine, lorsqu'on analyse un petit peu le fonctionnement, alors notamment de différents services OGEC dans l'établissement, c'est pareil, il faut prendre un peu de temps parce que il n'y a pas 2 établissements qui fonctionnent de la même manière. Il y a des services dans certaines structures qui sont plus développés que dans d'autres. On ne sait pas toujours forcément pourquoi. Parfois, c'est le fruit de l'histoire. Et donc, il faut prendre le temps de mesurer un peu tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est rarement le fruit du hasard. S'il y a des services, ça peut être un peu surdéveloppé, et d'autres qui le sont sous-développés. C'est pareil, c'est lié à des projets qu'il y a pu avoir à un moment donné dans l'établissement. Et parfois, avoir y aller à l'emporte-pièce, on risque aussi de détruire un vrai point fort de l'établissement. Donc, il faut prendre quand même un petit peu de temps pour réfléchir un petit peu, parce que là, on parle notamment de l'évolution de la masse salariale. En général, quand on parle d'évolution, on parle plus de baisse. Voir un petit peu quels sont vraiment les points fondamentaux sur lesquels il faut tenir. De la même manière, quand on parle de fusion, je parle là aussi maintenant des bénévoles, des administrateurs OGEC. Il faut aussi mesurer un petit peu tous les enjeux qu'il y a derrière. Je ne sais pas s'il y a des présidents d'OGEC ici, peut-être. Moi, j'ai connu des OGEC où il fallait se battre pour trouver un président, et puis d'autres OGEC où les administrateurs se battaient pour être président. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et lorsque vous faites une fusion dans cette deuxième situation, vous retrouvez des enjeux de pouvoir non négligeables. Et donc, la partie ressources humaines, parfois, elle est plus difficile à gérer au sein des OGEC qu'au sein même de l'établissement, surtout lorsque dans la future structure, il n'y aura pas de licenciement. Et donc, recomposer un OGEC, par exemple, avec 3 OGEC, c'est pas simple. J'ai l'exemple d'un administrateur OGEC qui était trésorier dans cet OGEC-là, et pour qui la notion de réseau n'avait aucun sens. Le hasard faisait en plus que son épouse était présidente d'appel. Il a fallu beaucoup de temps pour lui expliquer le sens un petit peu de la fusion, en l'occurrence, qui allait permettre de sauver la situation économique de l'établissement. Il est parti en claquant la porte, et finalement il est revenu et est devenu secrétaire adjoint du nouvel OGEC. Vous voyez comme quoi des fois les choses évoluent petit à petit, quoi. Bon, RH, ensuite sur l'outil de travail. Alors sur l'outil de travail, on revient sur la problématique de l'allocation de ressources. Les statistiques indices annuellement et depuis longtemps nous indiquent que les fameux excédents bruts d'exploitation ou les CAF, là, qui doivent se situer sur presque
un cinquième des ressources de l'établissement, 20%, se situe bien en deçà, hein, donc en deçà de un quart à un tiers de ce qu'elle devrait être. Ça interroge directement notre capacité à adapter les outils éducatifs, hein, bien sûr, pédagogiques, mais également à renforcer l'attractivité de nos établissements et à tout simplement pérenniser les structures. Parler de 13-14% d'excédent brut d'exploitation quand on devrait être à 20, voilà, 5-6 points, dit comme ça, c'est pas grand-chose. Quand c'est un tiers de la capacité d'investissement qui est à manquer depuis plusieurs années, évidemment, c'est pas sans conséquence. Alors, les outils de travail, en fait, du point de vue du chef d'établissement, nous, on l'invite toujours d'abord à penser son outil pédagogique, c'est-à-dire une école, un collège, un lycée, et non pas un site empreint de toutes les obligations réglementaires, techniques et autres. Évidemment, on ne pourra pas faire fi de ces obligations, mais d'abord placer au cœur la qualité de vie de l'élève et des enseignants, des personnels, placer au cœur l'attractivité, parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais quand on rentre en situation un peu concurrentielle, on peut avoir des effets d'accélération en fait, des difficultés. Et puis tout simplement placer au cœur la place de l'individu, dans ces lieux, que nos élèves puissent être fiers de leur établissement, puissent en parler. Et au-delà de l'attractivité, on pense aussi qu'un établissement qui permet de grandir dans de bonnes conditions, c'est un établissement qui éduque. Je parle de l'établissement au sens du béton, évidemment. Puis enfin, dans le diagnostic, il ne faut pas oublier la phase de mesure, car voir un petit peu comment le projet évolue avant d'arriver à son terme. Souvent, c'est une phase qu'on pourrait avoir tendance à oublier, on fonce tête baissée. Et peut-être que l'environnement, peut-être que certains indicateurs, certains critères ont changé. Et on a intérêt de temps en temps à prendre un peu de recul et vérifier où est-ce qu'on en est. Et puis, lorsque l'on présente un projet de restructuration, on présente aussi l'avenir. Donc on a intérêt, je pense aussi, à prévoir des outils qui vont le mesurer. Ça va donner quoi en flux d'élèves? Ça va donner quoi en formation? Ça va donner quoi en situation économique? En tout cas dans les grandes lignes. C'est important de le prévoir. Alors, donc, le choix stratégique, vous avez vu, donc, Eric a choisi les pièces de puzzle. Et je lui dis, en préparant les diapositives, ça va être compliqué parce que toutes les pièces, en fait, sont les mêmes. Et on ne peut pas les assembler. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est un peu difficile. Donc, il n'y a pas de pièces dans les coins, déjà pour commencer. On commence souvent par les coins, et c'est toutes des pièces du milieu. Alors, les choix stratégiques, je crois que la difficulté, elle réside vraiment dans le point de départ. C'est-à-dire, on a mesuré les enjeux éducatifs, le contexte, la stratégie RH, stratégie économique, tout ça c'est... Mais par quoi on commence, quoi? Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question-là, quoi. La stratégie, alors je disais tout à l'heure au début de mes propos qu'effectivement, il faut avoir en tête tous ces enjeux. Et à un certain moment, il y a certains qui vont primer sur d'autres. Et quand vous allez commencer, parce qu'on peut avoir réfléchi à une restructuration 10 mois, 12 mois, 3 ans avant, avec effectivement des enjeux qui étaient ceux-là, ils étaient importants à l'époque. Et quand vous allez commencer, peut-être que c'est peut-être par ceux-là qui sont les plus importants. Donc, je crois que tout à l'heure, dans un des diapositives, il y avait le terme flexibilité. Je crois que la stratégie fondamentale, c'est effectivement d'avoir un axe, et puis ensuite d'y réfléchir régulièrement, de voir un peu où est-ce qu'on en est, de faire des points d'étape, et peut-être à certains moments, il y a des pièces du puzzle qu'il faut poser, et d'autres qui peuvent attendre. Voilà, je peux dire. Donc le diagnostic est posé, les choix sont arrêtés et la phase de déploiement, alors on voit que sur ces 3 phases en fait, il s'agit pour nous de proposer des repères, de rappeler une démarche, une méthodo. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de... Voilà, il y a un chemin qui probablement peut servir à tous en étant très ouvert. Alors la formalisation dans la phase de déploiement, allez, quand on choisit, on formalise déploiement, c'est d'abord vérifier sa vision, vérifier sa vision et pouvoir la communiquer. Il ne faut pas oublier qu'on a écouté, on a échangé, il va falloir maintenant convaincre. Alors,
En fait, formaliser, c'est voilà, préparer des outils communicants, c'est arrêter sa propre pensée, et ensuite c'est permettre les effets d'annonce. Alors les effets d'annonce, on va s'adresser à l'ensemble de la communauté éducative, hein, donc alors avec chacun à sa place, chacun ses prérogatives, suivant si on s'adresse au conseil d'administration de l'OGEC, où on aura peut-être un petit peu travaillé les choses avant quand même, et encore, et encore. On a connu des restructurations dans lesquelles la discrétion n'était pas admise autour de la table du conseil d'administration. Donc, en cercle relativement restreint autour du chef d'établissement, du président d'OGEC, il a fallu construire, ensuite annoncer. Les IRP, hein, donc, qui ont un rôle évidemment prééminent et que l'on doit prévenir en premier lieu. Le conseil de direction et les adjoints, hein, donc évidemment. Et puis les personnels, les enseignants. Bon, pour les parents, ils sont représentés au conseil d'administration de l'OGEC. J'ai envie de dire, dans beaucoup de situations, inutile d'affoler nos usagers. On est là pour conduire les choses et on est là pour les assurer que tout se passera de toute façon bien et éventuellement éviter les questions qu'ils ne se posent pas. Les effets d'annonce, alors plusieurs règles invariantes, mais c'est évidemment pas exhaustif. C'est d'abord une simultanéité de l'annonce, c'est-à-dire qu'en quelques heures, parce qu'il faudra siéger en conseil d'administration OGEC, il faudra siéger en IRP, etc. Mais on annoncera la même chose à tout le monde avec les mêmes supports. Donc, simultanéité, transparence. Transparence, on doit convaincre. On n'est pas là pour obliger à comprendre, on doit convaincre. On a devant nous des gens qui ont une liberté de penser. Sans transparence, on laissera toujours penser qu'il manque quelque chose, qu'on a quelque chose à cacher. Et la transparence, vous comprenez que si on a formalisé les choses en termes d'enjeux stratégiques, en termes de modalités de déploiement, a priori, on se sera mis des idées claires et a priori, on pourra transmettre des idées claires. Les procédures, bien sûr. Alors, les procédures, on connaît dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi, les volets économiques, les volets sociaux. Alors, un petit mot là-dessus, en fait, dans la procédure et dans la construction, en fait, hein, au moment où on pose les choix, d'abord. Hein. D'abord, un plan de restructuration, c'est pas toujours un plan qui engendre des licenciements. Hein, c'est pas toujours. Et si possible, on les évite. Je rappelle quand même qu'au cœur de notre démarche de gestion, le mot anticipation. Hein, voilà. Mais quand on y est, parfois, on ne peut pas l'éviter. Et encore, quand on sait qu'il faut supprimer des postes, on a encore des leviers. Un établissement est rarement seul dans son environnement. Ça veut dire que l'approche des besoins de recrutement sur un bassin dans l'enseignement catholique, c'est absolument important de pouvoir fédérer les choses. Ça veut dire aussi la pyramide des âges, même si effectivement, quelqu'un l'a dit, l'âge de la retraite recule, ce qui nous permet d'être de plus en plus jeunes longtemps. Mais voilà, il y a des échéances en termes de pyramide des âges et parfois on peut éviter des hémorragies en laissant tout simplement des contrats finir. Ça ne coûte pas forcément plus cher et humainement c'est plus facile à porter. On travaille avec des sous-traitants en restauration et autres. Enfin bref, un ensemble de mesures qui, mais parfois, ça ne suffit pas. Et effectivement, les phases de procédure. Alors, et puis l'accompagnement des équipes. Hein. Donc on a dit la communication, c'est au cœur des sujets. L'accompagnement des équipes, c'est pour vérifier en permanence qu'ils comprennent le sens de cette restructuration, qu'ils comprennent que les efforts qui sont demandés, quels qu'ils soient, ne soient pas vains. Parce qu'il y a les gens qui partent dans des conditions difficiles parfois, des licenciements, pour faire simple. Mais il y a aussi les gens qui restent et qui parfois vont devoir travailler différemment. Eux diront plus. Il faut absolument rassurer ces gens-là, en ceci que leurs efforts ne seront pas vains, et donc les inscrire en perspective, tout simplement. Alors, en termes de communication, il faut partir du principe qu'on va se tromper. Je regarde un peu ce qui se passe actuellement au niveau national, où finalement, même notre présidence, il y a des couacs de communication. Donc, comment voulez-vous que nous, amateurs dans la com, on ne se trompe pas? C'est impossible. Par contre, on a une chance essentielle par rapport à nos élus, c'est qu'on est dans l'établissement tous les jours. Et c'est plus facile de rectifier le tir. En termes de communication, le problème majeur, c'est qu'on va poser une communication en ayant, nous, décideurs, entre guillemets, tous les éléments de réflexion nécessaires, éléments que ne maîtrisent pas forcément toutes les personnes dans l'établissement.
Et donc automatiquement, dès que vous allez communiquer, ça va surcommuniquer et il va falloir, entre guillemets, passer derrière, voir les personnes, faire des réunions par service pour expliquer les situations. Mais c'est normal. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de personnes dans la structure qui maîtrisent le sujet. Pas parce qu'ils ne pourraient pas le maîtriser, mais parce qu'ils ont autre chose à faire. Et donc, c'est important de prendre le temps de communiquer. Alors, je pense que la communication formelle est nécessaire, évidemment, mais la communication informelle l'est tout autant, sinon plus. Alors, ce qui va se passer lors d'une rencontre à la machine à café ou dans la salle des profs, dans la salle du personnel, à mon avis, sera sans doute plus importante que le reste, parce que c'est là aussi qu'on va pouvoir mesurer le niveau d'inquiétude, le niveau d'incompréhension, et qu'on va pouvoir agir sur ces niveaux-là. Donc être dans la structure, en proximité des personnes, des personnels, à ce moment-là, est essentiel. Et effectivement, la question de la conscientisation sur le projet va prendre beaucoup de temps. C'est évident. Et dès qu'il y aura un petit couac dans tout le plan, dans toute la stratégie que vous avez mise en place, même si pour vous c'est un détail, eh ben, ce ne sera pas un détail pour pas mal de personnes dans l'établissement. Et donc, ce sera important, pareil, de les entendre et d'expliquer pourquoi les choses se sont passées un peu différemment par rapport à ce qui était prévu. Voilà. Alors, pour finir, et pour rassembler toutes les idées qu'on n'aurait pas encore pu vous transmettre, voilà un plan de restructuration, mais c'est d'abord, avant tout, une vision. Hein. Quelle vision projet, quelle vision stratégique, en fait, on ajuste. Alors, 4 ou 5 repères complémentaires. Le facteur temps, l'obsession du temps long. Qu'on ait l'obsession du temps long en toute chose, hein, donc en gestion économique, en gestion des ressources humaines. Alors l'obsession du temps long, c'est-à-dire que mettons au pilon tous nos budgets prévisionnels sur un an. Enfin, ça ne sert absolument à rien, mais que tous nos outils, en fait, qui soient Jean-René en parlera tout à l'heure de GPEC pour les domaines des ressources humaines, mais de gestion économique, nous inscrivent donc sur une vision au moins moyen terme, et surtout, cette vision, on la pose sur le temps long. Sur le temps court, on ne peut avoir aucune action, ou très peu, tellement peu, sur les choses suffisantes en tout cas à engager une restructuration. Sur le temps court, on est sur l'ajustement d'un système. Ce dont il s'agit et ce qu'on vient de développer, c'est une réinterrogation en profondeur du système. Le pas de côté, c'est, Yannick l'a introduit un petit peu tout à l'heure en parlant d'immobilier. Au bout de 3 semaines, on voit déjà plus tout à fait son établissement. Le pas de côté, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'abstraire du quotidien. Et là, il existe des techniques. Comment on arrive à, sur les formes d'organisation, d'allocation de ressources et autres, repartir en fait d'une feuille blanche. Alors vous allez me dire, entre la feuille blanche, c'est-à-dire un petit peu la copie idéale qu'on peut poser, et ce qui existe, évidemment, il y a toujours un gap plus ou moins important. Mais quand on sait où on veut aller, Frédéric Génichon, un homme célèbre dans la salle, donc dit toujours, si on fixe un cap, on va quelque part, si on n'en fixe pas, on reste au port. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est-à-dire que effectivement, le gap, au fil du temps, et c'est aussi toute la notion de la flexibilité, hein, eh bien, on sera capable donc, voilà, de suivre un chemin, de poser un fil d'Ariane. Donc la prise de recul, le pas de côté, prise de recul, on est à peu près dans le même sémantique. Hein. C'est de temps en temps se reposer les questions avec d'autres personnes, voir un peu quelle vision de la situation ils partagent, prendre du temps. Tout ça, c'est la même chose. Et donc, les 2 points qui suivent, là, alliances internes et externes. Alors, il faut prendre alliance au sens noble du terme. Hein. C'est pas on va constituer un clan et puis on va faire notre restructuration. Parce que si c'est ça, ça va capoter. Par contre, dans toute structure humaine, il y a des personnes qui peuvent avoir un rayonnement particulier dans leur secteur et avec lesquels il est important de partager. La grande difficulté, c'est de les identifier.
Et donc, d'où la nécessité de les connaître et de partager avec eux. Les alliances externes, évidemment aussi. Hein, et là, on va être davantage sur l'institution, la tutelle, parfois les collectivités territoriales, parce que s'il y a des restructurations immobilières, par exemple, qui impactent l'environnement ou qui nécessitent des autorisations, c'est important que les élus soient au courant. Et nos élus municipaux notamment, hein, lorsqu'il y a des problématiques d'emploi dans leur commune, ils sont toujours très très vigilants. Donc il faut aussi dialoguer avec eux. Et puis après, on a marqué le terme opportunité. Moi, j'ai été un peu plus direct et je parle de chance. C'est-à-dire que, bon, on peut de toute manière faire une restructuration sans avoir de chance. Hein. On verra bien quel sera le résultat à la fin. Mais je pense que parfois, on a des opportunités, on a de la chance. Il faut savoir s'en rendre compte. Lorsqu'on parlait d'ailleurs de mesures d'impact, ce serait intéressant pour toutes les personnes qui ont fait des restructurations, une fois qu'ils l'ont fait, 1 an, 2 ans après, de se retourner et de dire mais finalement, quels ont été les facteurs les plus importants de la réussite de cette restructuration ? Eh bien, je suis persuadé que ce n'étaient pas les facteurs qui étaient identifiés dans la stratégie initiale. Moi, j'ai un exemple concret que je vais partager avec vous. C'est-à-dire qu'on a fait une restructuration importante, hein, 3 OGEC, donc une école de collège, 2 lycées. Quand je me retourne, ce n'est pas l'explication financière qui était réelle, ce n'est pas la problématique des flux qui était réelle, qui a favorisé la restructuration. C'est le fait qu'un jour, autour d'un pot, j'ai rencontré le président d'OGEC de l'établissement d'à côté, qui, fait du hasard, était un ancien voisin d'une petite commune rurale en Bretagne. On ne se connaissait pas, mais on était du même pays. Ça a noué des liens. Il a fini par intégrer l'OGEC d'un lycée, et sans cette personne-là, donc sans ce pot-là, il est vraisemblable que la fusion aurait mis bien plus de temps à s'opérer. Il faut aussi le reconnaître. Bon, parfois, ça, l'inverse, ça n'a pas de chance. Il ne faut pas non plus s'en vouloir. Mais quand on a de la chance, il faut aussi le dire. Voilà. Alors, on ne voudrait pas vous laisser penser qu'en Bretagne, tout se joue autour d'un pot. Je n'ai pas dit qu'on veut de l'alcool. Hein. Voilà, mais simplement, effectivement, ce facteur chance, en fait, c'est faire le pari de la confiance, hein, c'est clair. C'est extrêmement important pour nous d'être dans cette posture d'optimisme. Hein, donc, forcément, on est obligé de s'en sortir. Ne rien faire, c'est décider. Hein. Ne rien faire, c'est décider. Voilà. Et en fait, derrière tout ce qu'on a essayé de vous présenter là, c'est Stephen Hawking, hein, qui dit qu'on mesure l'intelligence des organisations à leur capacité à s'adapter. Alors, vous avez vu, on est parti du sens du projet. Hein. C'est vraiment à la fois au cœur, à la fois l'essentiel. Ça veut dire que l'adaptation que l'on propose, c'est pas celle d'un caméléon sur une jupe écossaise. Hein, pas de perte d'identité. Vous savez, c'est un vrai problème, hein, la jupe écossaise pour le caméléon. Mais c'est vraiment une adaptation en profondeur du système, hein, pas des ajustements. Parce que sinon, c'est clair, à chaque fois qu'on est dans l'ajustement en compromis, on y revient avec généralement beaucoup de douleur. Et cette fois-ci, une incompréhension totale de la communauté éducative qui ne comprend pas qu'on leur a demandé tant d'efforts pour remettre le fer au feu de la restructuration, hein, donc quelques mois après. Voilà. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Richesse, hein, Edgar Morin, Stephen Hawking, et même Frédéric Génichon a été cité. C'est-à-dire que le niveau dans lequel on se situe. Juste pour synthétiser, j'ai fait mon petit nuage de mots perso. Place au temps long. Alors ça fait écho à ce qu'on a entendu samedi dans la réunion des présidents du DOGEC. Pascal Balmand nous enjoignait de prendre le temps. Et donc cet élément a fait écho à des réflexions du week-end. Le cap, Frédéric. Ne pas mélanger les genres entre le cap et la stratégie, par exemple.
On voit qu'il y a une nécessité d'agilité, de souplesse, c'est important. Souplesse acquise grâce au collectif, la remise en question par l'autre, on fait le pari de l'autre, hein, c'était en gros le discours. On a une certitude, c'est que quand on est tout seul, on va assez vite, et quand on est ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup. Élément important de diagnostic, l'objectivité. Ça nous permet aussi de réaliser ce pas de côté, hein, sortir un peu de son affectif. Donc ça, c'est un élément central dans votre discours. Et puis les éléments liés à la communication. Communication sur le sens du projet. Le projet, donner du sens. Et donc ça, c'est... Donc là, il n'y a pas de méthode comme vous l'indiquez, mais il y a quand même une nécessité de petits jalons, hein, c'est-à-dire qu'on avance et on fait du slalom géant en passant par des portes. Et donc là, il faut pas l'oublier, surtout jamais oublier ces éléments-là. Et ça, c'est de la gestion de projet, quel que soit le projet. On est sur ces mêmes fondamentaux-là. Et donc, on revient sur ces jalons nécessaires. Et j'ai noté aussi la nécessité d'avoir de la transparence. Et la communication était fondée sur la transparence. Et donc là aussi, à nous, alors je rebondis sur les propos d'Aurélia, d'outiller aussi les établissements pour permettre la présentation optimisée des chiffres, des données, et en toute transparence. Et je pense notamment à BDES pour les IRP.